Je vous propose d'écouter Donald Trump. C'était donc il y a quelques heures. Il n'y a pas d'accord en Ukraine. Nous avons eu une réunion très productive. Nous avons convenu d'un certain nombre de points. Il reste encore quelques éléments à régler, notamment ceux où nous n'avons pas encore d'accord, mais ça avance plutôt bien. Pour décrypter chaque image et chaque déclaration en plateau, à mes côtés, Aurélien Duchesne. Bonjour. Vous êtes consultant en géopolitique et en défense. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à l'université Assas Paris 2 et auteur du livre à paraître, texte fondateur de la Révolution américaine aux éditions Ellipse. Et enfin, Charline Hurel. Bonjour Charline. Reporter au service international TF1 LCI. Alors, vous l'avez peut-être suivi sur LCI, cette conférence de presse à l'issue de ces 3 heures de discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On avait annoncé, en tout cas le Kremlin avait annoncé 6 à 7 heures d'échange. Il n'en est rien. Jean-Éric Brana, quelle a été votre réaction cette nuit ? Écoutez, vous l'avez dit, on nous avait annoncé 7 heures de discussion. On avait même dit que ça pouvait durer jusqu'à 30 heures. On avait parlé des délégations qui étaient sacrément musclées d'un côté et de l'autre. Et puis, ça allait être le deal du siècle, puisqu'on allait avoir un cessez-le-feu en Ukraine. Enfin, on allait sortir de cette guerre qui ravage tout un pays et qui menace la sécurité européenne quand même. Donc, c'était pas rien, c'était historique et l'événement devait être un événement grandiose. D'ailleurs, la presse internationale est là, de partout. Vous avez les journalistes du monde entier qui font connaissance, et c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait, puisqu'il ne s'est rien passé. Le flop total. À la sortie, il n'y a pas d'accord de paix, il n'y a pas d'accord d'aucune sorte, en tout cas officiellement, on ne l'a pas présenté, même si, bien sûr, les deux protagonistes expliquent que ça a été très riche, assez formidable, et qu'ils ont discuté franchement l'un et l'autre, et qu'ils ont beaucoup avancé du langage diplomatique pour dire ça n'a pas marché. C'est une contre-performance, et on peut même aller plus loin. C'est une humiliation pour l'Amérique, parce que ce qu'a fait Donald Trump en réalité, c'est faire sortir du bois Vladimir Poutine, qui avait été envoyé dans le même bois par l'ensemble de la communauté internationale. Il était donc au banc des chefs d'État, rappelant quand même qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI, de la Cour pénale internationale, et que normalement, s'il met le pied quelque part, on l'arrête. Alors pas aux États-Unis, puisque les Américains ne sont pas signataires du texte qui permettrait de le faire. Et puis, même s'il l'avait été, Donald Trump aurait décidé qu'on ne le faisait pas, ce qui est sa prérogative. Mais là, on est allé très loin. On a mis les petits plats dans les grands. Vous le voyez d'ailleurs, le tapis rouge et les poignées de main très engageantes. Tout cela pour rien à la fin, puisqu'il n'y a pas d'accord de paix ce matin, pas de cessez-le-feu, et donc tout continue comme avant, ce qui veut dire que Donald Trump a confondu puissance et communication, et il s'est rendu compte à ses dépens que finalement il n'était pas le grand puissant qu'il pensait être. Aurélien Duchesne, déception ce matin ? Déception pour Trump. Tout d'abord, parce qu'effectivement, lui qui disait il y avait 25% de risque qu'il n'y ait pas d'accord de cessez-le-feu. On est passé à 100%, et surtout déception parce que lui qui voulait, au-delà de la séquence photo qu'il affectionne, de pouvoir montrer que lui est un faiseur de paix, il voulait aussi orchestrer le redémarrage, le reset des relations avec le grand voisin russe. Ce qu'il a orchestré pour l'instant, c'est sa propre humiliation et celle de l'Amérique, parce que cette réunion, effectivement, n'aura débouché sur rien. Cela dit, on ne sait évidemment pas ce qui s'est dit pendant les 2h30 que Trump a qualifié de productive. Si ça se trouve, il y a vraiment des pistes d'accord qui sont faites entre les deux parties, entre Russes et Américains. Et si ça devait être le cas, c'était Charline Hurel qui évoquait tout à l'heure l'idée qu'il pouvait y avoir un accord, même si tout le monde aujourd'hui a plutôt tendance à dire que pour l'instant ça va s'étaler sur des semaines. S'il y a accord, la pression sera mise sur qui ? Elle sera mise sur les Européens, à commencer par Zelensky. Charline Hurel, tout ça pour ça ? 4 minutes de prise de parole de Donald Trump et 2 jours de déclaration, tout cela, pour ça c'est en effet la question. Il y a une seule petite chose, c'est que moi je suis pas très étonnée qu'on dise qu'il n'y ait pas d'accord, parce que comment avoir un accord sans qu'il y ait la partie, le pays dont on parle le plus, c'est-à-dire l'Ukraine. Je pense qu'il n'y aura un accord que lorsqu'il y aura une discussion avec Volodymyr Zelensky. Donc je suis pas complètement surprise de ce constat-là. C'est surtout sur la communication de Donald Trump auparavant et ce qu'il en résulte au final. On va prendre la direction tout de suite de l'Alaska.
retrouver Hélène Bonnet et Morgan Pope, nos envoyés spéciaux mobilisés. Ils ont été mobilisés toute la nuit sur LCI pour vous faire vivre cette rencontre historique. Et encore ce matin, Hélène, c'est donc la montagne qui accouche d'une souris. Oui, parce que, souvenez-vous, hier, certains médias américains comparaient cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump à celle des présidents Gorbatchev et Reagan dans les années 80 qui se rencontraient pour essayer de discuter de la fin de la guerre froide. Alors, on se rend compte aujourd'hui que Donald Trump avait fixé un objectif, obtenir un cessez-le-feu. Il y avait beaucoup d'espoir du côté des Ukrainiens, des Européens et même dans le camp américain, même si Donald Trump s'était montré prudent. Il avait dit que ce serait difficile d'y parvenir. Eh bien, rien de tout cela. Il n'y a pas eu d'accord. Donc ici, la tonalité, c'est de dire mais tout ça pour ça. Et puis de plus en plus, au fil que les heures passent et après les déclarations de Donald Trump à Fox News, la question c'est tout ça pourquoi ? Parce que effectivement, Vladimir Poutine a parlé d'un accord. Les deux présidents ont dit qu'il y avait quand même eu des progrès. Ils ont donc bien discuté de certaines choses, même s'ils n'ont pas voulu en livrer les détails. Et on voit désormais à quel point la pression est mise par Donald Trump sur les épaules de Volodymyr Zelensky. Il lui dit mais désormais s'il doit y avoir un accord de paix, c'est la responsabilité du président ukrainien. Et donc toute la question va être de savoir ce qui a été discuté et à quoi va devoir faire face le camp ukrainien. Merci beaucoup Hélène Bonnet et merci également à Morgan Pope qui vous accompagne derrière la caméra. LCI en journée spéciale pour décrypter ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Nos experts en plateau et nos envoyés spéciaux en Alaska mais aussi à Kiev. On va retrouver Marianne Cotoneuf et Marine Truchot. Marianne, on peut le dire, le grand vainqueur de ce sommet, c'est Vladimir Poutine. Et d'un autre côté, sur le front, les soldats ukrainiens n'attendaient rien de cette rencontre. Non, ils en attendaient rien parce qu'effectivement, tout d'abord, il n'y avait pas la partie ukrainienne n'était pas représentée. Et puis de toute façon, ils savent comment ça se passe depuis maintenant l'élection de Donald Trump en novembre dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Il n'y a pas eu d'accord de cessez-le-feu. Les deux petits cessez-le-feu qui ont eu lieu, c'était à Pâques et un peu plus tard, un mois plus tard. Mais ça n'a pas non plus pour le fameux défilé. Mais ça n'a rien apporté parce que le cessez-le-feu a toujours été violé. Donc ils n'en attendaient rien. Et puis je vous assure qu'ici, ça se déchaîne sur les chaînes Telegram des militaires à l'encontre de Donald Trump qui est décrit alors en des termes que la bienséance m'empêche de répéter mais vraiment c'est très violent et puis tous disent de toute façon rien ne change, nous on va sur le front aujourd'hui, on va continuer à se battre, c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner la guerre, rien n'a été décidé, on n'en attendait rien, donc à la limite ils ne sont même presque pas déçus parce que de toute façon comme ils partaient avec un pessimisme énorme en se disant que rien n'allait pouvoir être dealé, rien n'allait pouvoir être conclu sans Volodymyr Zelensky. Donc voilà, seulement beaucoup de violence, je peux vous le dire. Il y a eu notamment des montages photos où on voit Vladimir Poutine serrer la main de Donald Trump avec en fond des immeubles détruits par des frappes russes. Donc on voit bien que voilà, c'est vraiment un sentiment presque d'injustice parce qu'il y en a un autre qui disait sur une chaîne Telegram qu'il ne comprenait pas comment un homme qui est accusé d'avoir enlevé des enfants, tué des civils, avoir envahi un pays complètement illégalement puisse être reçu avec autant d'honneur, avec un tapis rouge installé par des militaires américains qui se mettaient à genoux devant lui. Merci beaucoup Marianne Cotoneuf pour toutes ces précisions et merci également à Marine Truchot. Je me tourne vers vous maintenant, Charline Hurel. On a entendu déception, injustice, colère des Ukrainiens. Exactement, et puis parce que ils ont l'habitude d'avoir les déclarations de Vladimir Poutine. Il faut quand même se rappeler il y a quelques semaines que il y avait d'abord eu une trêve partielle et puis finalement Vladimir Poutine revient sur ses paroles en disant ce sera que sur les infrastructures énergétiques et puis après il revient encore sur ses paroles en disant ce sera finalement que dans la mer mais pas terrestre. En fait, les Ukrainiens, comme le dit très bien Marianne Cotoneuf, se disent mais quel crédit peut-on accorder à la parole de Vladimir Poutine et ce qu'on voit en substance, ce qu'on entend de ce que rapporte Marianne Cotoneuf d'Ukraine, c'est simplement de dire à quel moment Donald Trump a-t-il vraiment pu croire qu'on pouvait accorder du crédit à la parole du président russe. C'est ce qu'on entend en tout cas de ce qui vient d'Ukraine. Évidemment, une déception. Si déception peut-elle avoir lieu lorsqu'on ne s'attend à rien. Mais toujours est-il que, Marianne le disait très bien, ce matin, il y a des soldats qui sont sur le front, il y a toujours des bombardements et pour
pour ces personnes-là, c'est la mort qu'ils côtoient. Donc la diplomatie, à un moment donné, je pense qu'ils en auront ras-le-bol, en fait. Vous l'avez peut-être suivi cette nuit sur LCI, cette conférence de presse à l'issue des 3 heures de discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On va réécouter une de ces déclarations, celle du président russe, qui parle d'une relation de confiance avec son homologue américain. Mais voilà, il n'y a donc aucun accord de paix sur l'Ukraine, aucun accord de trêve. Le président russe qui est resté quand même très évasif. On l'écoute. Nous avons dès maintenant de très bonnes relations de confiance avec le président Trump. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'en avançant sur ce chemin, et le plus tôt sera le mieux, nous allons arriver au règlement du conflit en Ukraine. Jean-Éric Brana, Vladimir Poutine, c'est le grand gagnant de cette rencontre. Absolument, c'est le grand gagnant, c'est celui qui était venu pour chercher du temps, gagner du temps dans cette guerre avec l'Ukraine, faire en sorte que Donald Trump ne lui impose rien, que la communauté internationale ne lui impose rien. Eh bien, il a tout obtenu, il a fait tapis, comme on dit, puisque Trump a été le propriétaire d'un casino. Eh bien, le grand gagnant, c'est effectivement Poutine qui a fait sauter la caisse. Et il l'a fait d'autant plus qu'il s'est même permis après de traîner dans le pays, de visiter un cimetière. On va voir l'image, de montrer qu'il était tranquille et qu'il n'y avait aucun problème, même si le dîner des chefs d'État avait été annulé, même si la réunion a été raccourcie très rapidement, que les Américains sont la délégation américaine, puisque c'était aux États-Unis, est repartie sur Washington très rapidement. Il a montré une grande tranquillité. Effectivement, on s'attendait pas à quelque chose comme ça. Je relève tout à l'heure, Charline disait on n'attendait rien. On attendait quand même des choses, puisque ce qui se disait beaucoup hier, c'est qu'il pouvait y avoir un cessez-le-feu même minimal. On parlait de l'aérien, on expliquait que ce serait quand même un grand soulagement pour les Ukrainiens de plus avoir ces bombardements incessants. Et même là-dessus, il n'y a rien. Or, il n'y avait pas besoin que Zelensky soit là pour pouvoir dire on fait un accord là-dessus et ensuite on propose à Zelensky. Ils auraient pu dire à la face du monde, écoutez, on est d'accord à telle ou telle condition. Maintenant, c'est à Zelensky de dire qu'il est d'accord et lui mettre une pression encore plus grande. Le fait que ça ne soit pas le cas, c'est bien qu'il n'y a pas d'accord, même minimal, qui a été obtenu par ces deux hommes. C'est pour ça qu'il y a déception. Et c'est pour ça que la presse américaine, aujourd'hui, insiste sur le décorum qui a surpris tous les Américains. J'en termine là-dessus. Souvenons-nous quand même que pendant la campagne, Donald Trump a annoncé que cette guerre s'arrêtait le jour même où il revenait à la Maison-Blanche. Il disait en 24 heures, par un coup de fil. Ça semblait tellement facile de la part de ce faiseur de paix qui est si puissant, et c'est pour ça que beaucoup d'Américains ont voté pour lui. Eh bien, 200 jours plus tard, on en est avec cette faillite monumentale d'un homme qui a montré qu'il ne faisait que de la communication et qui n'avait aucune puissance. Aurélien Duchesne, c'est vrai que pour Vladimir Poutine, c'est tout bénef. Il est de retour sur la scène internationale. C'est une victoire diplomatique. C'est aussi une victoire sur le fond. On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur LCI en édition spéciale toute la journée. Il n'y a eu aucun accord, aucune avancée majeure sur le dossier ukrainien. C'est une victoire, comme vous l'avez dit, il est réintroduit petit à petit sur la scène internationale, là où les Occidentaux avaient fait bloc pour faire en sorte que Poutine soit traité comme un paria, à la fois parce qu'il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, mais aussi dans l'idée qu'il fallait faire bloc et ne pas commencer à se fissurer entre Européens ou entre Européens et Américains. Eh bien, ça y est, la brèche est grande ouverte par Donald Trump, et elle l'est en lui déroulant le tapis rouge à Vladimir Poutine, dans une victoire en le sortant de son isolement international, du moins auprès des Occidentaux. Deuxième victoire, la bataille du temps. Poutine joue la bataille du temps à deux égards. Il parie sur la lassitude d'abord des Européens. Pour l'instant, les opinions publiques des pays européens ne veulent pas lâcher l'Ukraine. Alors maintenant, il parie sur la lassitude de qui ? De Donald Trump et de son administration, dans l'idée qu'ils vont finir par se débarrasser de l'Ukraine. Et il parie enfin sur la bataille du temps, où c'est sur le terrain, que connaît très bien Charline Hurel, parce que
Aujourd'hui, les Russes estiment qu'ils sont dans la position de force, notamment par les percées qu'ils font en 2 endroits du front. Je voudrais vous montrer une image pour comprendre quand même toute la symbolique de cette rencontre. Vous l'avez peut-être vu cette nuit sur LCI. Nos équipes sont mobilisées pour décrypter cette rencontre. Regardez cette image de bombardiers américains B-2 qui survolent Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président des États-Unis a quand même montré les muscles, Jean-Éric Brana. Alors, est-ce qu'il a montré les muscles ou est-ce qu'il a fait une parade avec ses avions? Parce que sur NBC, c'est ce qu'ils disent. Ils disent Vladimir Poutine a même eu droit à une parade avec les plus beaux avions américains. Vous voyez, c'est pour dire si les Américains sont perdus ce matin, en se demandant ce qui s'est réellement passé. Et on est tous un peu sonnés en se demandant ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est le grand ami de la famille qu'on a invité, à qui on a tout montré, ou est-ce qu'on jouait sur 2 tableaux? Ce sont ces bombardiers, on rappelle, qui ont frappé l'Iran il y a quelques semaines. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils risquaient de les envoyer sur la Russie, un petit peu comme les sous-marins qu'il a soi-disant déployés, et puis finalement il se passe rien, ou soi-disant comme les nouvelles sanctions qui allaient arriver, brutales et phénoménales sur la Russie et qu'on n'a pas vu. Vous voyez, tout cela, c'est quand même beaucoup de cinéma et de décorum pour absolument rien à l'arrivée. Charlie Nurel, on a l'impression que rien n'impressionne Vladimir Poutine, même des B-2 qui survolent l'Alaska. Monsieur, ça, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 avions. Alors, militairement parlant, quand on déploie ce genre d'avions de combat, en réalité, c'est évidemment pour montrer qu'on est en puissance, que en fait, Vladimir Poutine arrive quand même chez Donald Trump, qui est la première puissance mondiale. Maintenant, là, je vous dis 5 avions. C'est pas montrer les muscles comme on peut le voir lors des parades militaires, et surtout que les États-Unis en ont beaucoup plus. Mais je trouve que militairement, c'est assez intéressant, et puis ça montre aussi que dans le développement militaire, il y a des choses à faire. Moi, je suis toujours, quand je vois ces deux dirigeants-là, j'entends forcément accords commerciaux, etc. Militairement, c'est très intéressant tout ce qui se passe depuis ces 3 dernières années. Donc évidemment, quand je vois ça, il y a un message qui est envoyé. Lequel exactement? Je pense qu'il est multiple en réalité. Peut-être un autre message envoyé avec cette autre image de la nuit. Vladimir Poutine qui a fait une visite seule au cimetière russe en Alaska, en hommage à la mémoire des pilotes soviétiques tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Je précise que Donald Trump était déjà reparti direction Washington. Vladimir Poutine a donc poursuivi seul sa visite. Alors, peut-être pour dire, voilà, je suis aussi un peu chez moi en Alaska, Aurélien Duchesne. Il y a de cela, parce que l'Alaska était une terre russe qui a été vendue en 1867 aux États-Unis, et Poutine répète de plus en plus ces dernières années que partout où le drapeau russe et où les soldats russes ont mis leurs pieds, la Russie a un droit de regard historique là-dessus. Mais moi, je pense que le message est surtout vis-à-vis de l'idée d'un reset, d'un redémarrage des relations russo-américaines. En Russie même, Vladimir Poutine était allé d'abord se recueillir la veille sur un monument à l'amitié soviéto-américaine de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il le fait sur le sol américain. Pourquoi? Parce qu'il veut réveiller l'idée d'une amitié ancienne des États-Unis. Les États-Unis seront passés en quelques mois de le discours russe de l'ennemi éternel à, au fond, un grand partenaire avec lequel on a notamment combattu ensemble le nazisme. C'est pour ça que Poutine joue la carte de l'image. C'est pour réveiller l'idée d'un partenariat avec Washington.